Mesdames et messieurs, deuxième partie, Critique Info. Nous parlons de ce que le journal raconte. Le journal L'Avenir, Tshisekedi veut est un gouvernement des ruptures. Vous avez vers une enquête de l'assaut de fonctionnaires fictifs. La prospérité en parle. Oui, la question de fictif, il faudrait en parler. C'est simplement parce que le Congo ne connaît pas qui travaille pour lui ou qui ne travaille pas pour lui. On ne sait pas. Cette question de fictif, c'est une question profonde qu'on trouve partout. Qu'on trouve partout au Congo. Les fonctionnaires, on ne sait vraiment pas qui fait quoi. En dehors des fictifs dont on parle, mais il y a aussi des hommes et des femmes qui travaillent, qui sont là visiblement, mais qui ne travaillent pas. Il y a des gens qui n'ont que le matricule de l'État, mais ils ne travaillent pas. Ils sont ailleurs. C'est-à-dire que ce sont des gens qui gagnent deux fois. Ils sont dans le secteur privé, mais en même temps, ils ont de matricule dans le secteur public, alors qu'ils ne travaillent pas là-bas. Ce sont des inégalités qu'il faut finalement niveler, qu'il faut changer, qu'il faut combattre. Parce que si vous travaillez dans le public, on ne vous refuse pas de travailler dans le privé, mais il faut d'abord que vous remplissiez les contrats qui vous lient avec le public. Il faut que vous puissiez remplir le contrat. Comment vous allez être agent au ministère de l'Agriculture, mais vous n'allez jamais au bureau? Vous ne connaissez même pas si on a changé de bureau ou pas. Vous ne connaissez même pas les noms de votre directeur, mais vous savez au moins que chaque fin du mois, vous percevez l'argent. Pendant tout ce temps, vous passez le temps dans le privé. Vous travaillez chez un privé. Alors que vous avez l'argent dans le public, donc vous n'allez même pas travailler. Pardon, l'argent, alors que vous n'allez pas travailler. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est sérieux? D'un point de vue, je veux dire, honnêtement, d'un point de vue moral, comment vous vous sentez? Vous percevez l'argent pour rien. L'argent qui allait servir à une famille, qui allait servir à un monsieur, qui allait servir à quelqu'un d'autre, qui croupit dans le chômage, alors que vous avez sa place et que vous ne travaillez pas pour ça. C'est-à-dire que vous allez trouver un autre emploi qui vous paye mieux, mais vous avez aussi besoin de cet argent-là. Et les gens se sont fait des calculs comme ça. Que alors que c'est l'argent qui pouvait servir à d'autres personnes de vivre décemment. Ou même d'être à l'abri de certains besoins. Ça, c'est l'égoïsme, je veux dire l'égoïsme de la culture. C'est devenu culturel, cet égoïsme-là. Tout le monde a envie d'avoir plus et pas les autres. Tout le monde veut avoir plus et pas les autres. Et l'État a consacré ça maintenant. La fonction publique n'a pas que le premier élément, le fictif, pas seulement ça. Mais il y a aussi les inactifs. Ça, on ne parle pas. Seul le contrôle physique régulier peut régler ce problème. Et avec le numérique aujourd'hui, on sait comprendre. Avec le numérique aujourd'hui, on sait comprendre. Parce que, figurez-vous, dans la fonction publique et dans tous les secteurs publics, quand quelqu'un est connu, reconnu, qui travaille ici, par exemple, dans le ministère, il y a pêche. On sait que le monsieur est dans le ministère de la pêche. Il travaille là-bas. Il est dans la division, je ne sais pas moi, mais il travaille quand même là-bas. Vous savez qu'est-ce qui se passe? S'il y a un contrôle physique, maintenant dans le numérique, un contrôle physique numérisé, ça veut dire que le monsieur vient avec sa carte de travail qui est biométrique, une carte de travail biométrique avec puce, on sait avoir les informations. Quand monsieur arrive, il y a un serveur à la porte, il place sa carte, on sait déjà l'heure à laquelle le monsieur est arrivé. Et quand il veut sortir, il introduit encore sa carte dans le même appareil. Et le même appareil indique l'heure de sa sortie. Et on sait voir. Au fait, ça ne veut pas tout limiter comme problème. Mais au moins, ça va baisser cette question des inactifs. Et vous le faites comme ça. Et le contrôle physique, c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent venir que le matin et puis partent le soir. Mais au moins, ça va changer beaucoup de choses. Et vous avez des contrôleurs physiques. Au-delà de contrôle numérique, parce que ça peut toujours être contourné, il faut qu'il y ait des contrôleurs physiques qui passent parce que nous sommes dans un secteur de reconstruction. Il ne faut pas qu'on travaille comme dans d'autres pays. Ici, on est en train de reconstruire le pays. Quand on reconstruit le pays, on n'a pas les mêmes méthodes que ceux-là qui ont construit leur pays. Les méthodes de la reconstruction doivent être des méthodes beaucoup plus rigoureuses que les méthodes des gens qui ont déjà gagné la vie. Nous devons, dans notre fonction publique, maintenir un contrôle d'au moins 6 mois ou une année que de contrôle physique, où vous avez une commission qui travaille dans chaque entreprise pour vérifier l'effectivité, le travail de chacun.
Et ce n'est qu'après que le travail, cette commission va finalement proposer au directeur ou au PCA, je ne sais pas moi, à l'organisation qui est l'instance compétente, pour dire, bon, voilà, ici nous avons rencontré dans ce bureau, il y a 7 emplois. Mais en réalité, cet emploi, on n'en a pas besoin. C'est un surplus. Le bureau en question n'a besoin que de 3. Donc les 3 autres là, inutiles, supprimez-le. On supprime les 3 fonctions qui sont inutiles. Et on estime que les 3 autres fonctions peuvent être accomplies par 3 personnes. Et c'est comme ça qu'on peut régler les choses. Et vous avez comme ça, si vous enlevez, vous essayez d'enlever ou de retirer les fonctions inutiles dans certains bureaux, bon, mais parce qu'il faut que les gens, hein, quand ils vont au travail, qu'ils rentrent à la maison avec l'idée que oui, je suis vraiment allé travailler. On ne peut pas aller faire une promenade au travail. On n'y va pas au boulot parce qu'il faut se promener. Non. Quand on y va au boulot, c'est parce qu'on sait qu'on est allé travailler. Et nous devons efficacement travailler. Je ne comprends pas, moi, je ne comprends pas comment les gens font pour aller jouer au travail. Ils jouent parce qu'ils n'ont pas du boulot là-bas. Ils jouent parce qu'ils ne savent pas c'est quoi le travail. Comment voulez-vous que quelqu'un parte travailler dans une entreprise publique où on parle de l'entreprise qui ne produit pas, on parle de l'entreprise qui ne donne rien, pas de fruits, mais vous avez des gens qui viennent passer 10 heures, 8 heures au boulot sans rien faire. Ils sont là en train de vendre la Biloko Nabango. Faites un tour dans la fonction publique. Allez à l'hôtel de ville. Allez dans les ministères, vous allez voir. Il y a des fonctionnaires qui viennent vendre leurs histoires. Et ils font beaucoup plus d'argent en vendant leurs histoires qu'en travaillant pour l'État. Vous allez trouver un bureau où il y a 19 personnes. Et lorsque vous vous asseyez vraiment pour regarder, les 19 personnes font quoi exactement? Si vous êtes là et vous vous dites, bon, on va vraiment regarder convenablement. Mes frères, vous regardez dans la profondeur, vous vous rendez compte qu'il n'y a que 13 tâches à faire. Mais il y a 19 personnes. Parce qu'il y a une pression politique là-dessus. On a superposé des fonctions qui n'existent pas. Il y a peut-être 12 tâches, mais il y a 19 personnes qui doivent accomplir 12 tâches. C'est normal que les gens se rentrent dedans. Alors, cette commission dont je propose, hein, cette commission peut arriver et dire non, 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 non. Non, il faut réformer ça. On a 12 tâches ici, on n'a pas besoin de 19 personnes. Et à l'époque du numérique, hein, certaines histoires doivent s'arrêter. Par exemple, ceux qui prennent les courriels entre Namaboko, Kayango, na bureau Moko. Il y a aujourd'hui dans l'hôtel des villes, si vous arrivez, même au parquet, qu'est-ce qui se passe? J'amène mon dossier. J'amène mon dossier auprès de M. Paloukou. Hein? Je donne un exemple. M. Paloukou. M. Paloukou signe et M. Paloukou se lève. Imaginez-vous le danger. M. Paloukou se lève, il me laisse dans le bureau. M. Paloukou se lève, il me laisse dans le bureau. Et lui, il va chercher quelqu'un d'autre pour apposer sa signature dans le même document. Et quand il arrive là-bas, moi je suis resté seul. Hein. Donc je peux voler un document, je peux placer un faux document, je peux faire ce que je veux, je peux tout faire. Il n'y a pas de caméra de surveillance, rien du tout. Mais je vous parle de l'hôtel des villes, s'il vous plaît. Je ne vous parle pas d'un petit bureau du coin de l'avenue. Non, je vous parle de l'hôtel des villes. Je parle de la mairie. Et puis encore, si vous voulez vraiment être énervé, je vous parle du cadastre. C'est-à-dire le monsieur va aller signer, il vous laisse dans son bureau. C'est-à-dire vous pouvez voler un document, vous pouvez prendre des choses et ça devient très dangereux. Par contre, si on a l'électronique, on dit bon, toute l'entreprise, tous les bâtiments est lié par un réseau. Vous voyez que je n'ai pas besoin de me déplacer. J'ai juste besoin de faxer ou d'envoyer ça par mail ou par un autre procédé à quelqu'un. Et on a des téléphones qui sont là. Je dis, monsieur, vous êtes au bureau, ok, je vous envoie les documents, essayez de voir. Il voit, il lit, et il vous apporte des qu'on appelle, de réponses à la question. Et vous pouvez trouver un moyen. Au lieu que les gens fassent les tours, par-ci, par-là, à moins qu'on ait besoin d'une signature, il y en a beaucoup. Mais peut-être moi, je suis limité là. Je suis d'accord, moi, je peux être limité par comment faire pour contourner ça. Mais je suis convaincu qu'il y a des génies dans ce pays qui peuvent trouver le moyen de prendre la même signature et la remplacer. Je reconnais que moi je suis limité sur la question, mais les autres ne sont pas limités. Donc il faut innover, en fait, il faut innover. Il y a certains emplois qu'il faut tout simplement supprimer. Certains postes doivent être supprimés. Parce que ces emplois-là ne sont des emplois inutiles. On peut juste prendre les emplois et les charger dans d'autres personnes qui se trouvent déjà là en train de travailler. Et donc, si vous arrivez à le faire, on parle aujourd'hui de 5000 comptes bloqués. Mais 5000 comptes, c'est rien, mes frères. Soyons sérieux quand même. 5000 comptes, c'est rien du tout. 5000 comptes, c'est rien du tout. Vous pouvez trouver, ça ne représente même pas le 1% de ce qui existe vraiment.
ça ne représente pas les 1 million, pardon, disons, les 1 dixième, hein, ou même le 1 centième de ce qui existe. Donc si nous voulons vraiment, comme Félix Tshisekedi le dit, il veut un gouvernement de rupture, alors nous devons aussi avoir une administration de rupture. Et l'administration de rupture, c'est celle-là qui essaie de voir la fonction publique dans tel secteur. Disons, la fonction publique a combien de fonctionnaires? On va dire que la fonction publique a, par exemple, on va dire, je prends un exemple simple, a 2000 fonctionnaires. Ok. Dans les 2000 fonctionnaires, on va maintenant regarder, on va procéder par un appel nominal. Contrôle physique. Vous allez vous rendre compte que dans les 2000, il n'y aura plus 2000, il y aura par exemple 1600. 400 autres personnes ont été inventées. Alors dans les 1600 maintenant, on se rend compte qu'ils sont vivants. Ok, allons-y maintenant voir dans les 1600 qui viennent au travail convenablement. Qui viennent au travail. On va se rendre compte que dans les 1600, ce n'est pas 1600 qui viennent au travail, c'est par exemple 1200. Donc 400 encore tombés. Dans le 1200 là maintenant qui viennent au travail, on va encore regarder. Dans le 1200 qui produisent. Si ce sont des gens qui signent, ils ont signé combien de documents par jour? Si ce sont des gens qui font rentrer l'argent, ils ont fait rentrer combien d'argent par jour? Parce qu'il faut voir entre l'argent qui est censé rentrer dans la caisse de l'État et les documents qui sont livrés. C'est comme ça qu'on fait les choses. Vous essayez de voir combien de documents ont été livrés, combien d'argent est rentré. Parce que les documents qui sont livrés, alors que ces documents, on paye l'argent, vous devez juste calculer. Si les documents qui sont sortis sont beaucoup plus que l'argent qui est rentré, donc il y a eu des gens qui ont fait des documents sans donner l'argent. Encore qu'il y a de faux documents qui se produisent dans les services de l'État. C'est-à-dire le service est lui-même auteur du faux. Est-ce qu'on est sérieux? Les permis de conduire que l'État délivre. Il y a des gens qui ont des permis de conduire alors qu'ils ne sont jamais allés là-bas. Et des permis de conduire qui ne sont jamais répertoriés. Aujourd'hui, si on avait une base des données, vous allez vous rendre compte que les policiers, quand ils arrêteront, ils mettent la main sur un monsieur qui a un document de l'État. Ils ont aussi, par exemple, un appareil de vérificateur de l'authenticité de ce document. Il y a des documents qui seront éjectés par la machine, que la machine ne reconnaîtra pas. Mais les documents venus de l'État. Ça veut dire que l'État lui-même dédouble les choses. Ça veut dire que l'État lui... Non, mais c'est un mal profond. L'État lui-même est auteur de faux. Ça veut dire que l'État lui-même te donne un faux document. Parce qu'il y a un employé, un fonctionnaire là-bas, qui joue ces jeux. Il a une administration parallèle. Il sait que l'État ne contrôlera jamais. Il sait qu'on ne va pas te poursuivre pour ça. Parce que personne n'aura la machine de détection. Mais si nous avons des machines qui détectent le permis de conduire, croyez-moi sur parole, sur 100 documents livrés, sur 100 permis de conduire livrés, on risque de jeter comme ça 40 documents. Oui, parce que c'est comme ça. Donc vous imaginez, on fait le compte comme ça, on se rend compte, ah, donc il y a des improductifs ici. On finit, par exemple, on va dire, bon, Etkalika 1200. On essaie de voir dans les inactifs, on peut prendre par exemple 200 inactifs. On le met de côté. Il reste 1000. Dans le 1000, on essaie de voir maintenant ceux qui doivent aller à la retraite et ceux qui doivent rester. Vous allez vous rendre compte que, par exemple, 300 ou 400 devraient déjà aller à la retraite, mais ils ne sont jamais allés. Donc, vous allez vous rendre compte que la fonction publique n'a que 500 ou 600 personnes vraiment qui travaillent pour de vrai. 600 personnes qui travaillent vraiment pour de vrai. Mais dans les 600 là, si vous allez encore en profondeur pour regarder l'éthique et la moralité de ces gens-là, regardez leur cahier de discipline, qui ont été impliqués dans ceci ou dans cela, vous trouvez par exemple 100 personnes seulement qui n'ont pas été touchées dans ça. Alors vous allez construire un pays comme ça? On ne construit jamais un pays comme ça. Les calculs que j'ai donnés sont des calculs comme ça, hein. Ça n'a rien à voir avec la vérité. Mais des calculs comme ça. Mais mes frères, mais c'est comme ça qu'on règle la question. C'est comme ça que vous vous débarrassez des coquilles. C'est comme ça que vous vous débarrassez des coquilles. Mais il faut une volonté. Lorsque vous ne contrôlez pas les personnels au niveau du ministère de la Santé, lorsque vous ne contrôlez pas les ministères du ministère de portefeuille, vous ne contrôlez pas le personnel du ministère des Affaires étrangères, de la fonction publique, mais comment vous allez changer les choses? Lorsque les enfants des directeurs sont eux-mêmes, le directeur est là, il se bat pour que son fils devienne directeur comme lui. Et les fonctions au niveau de l'administration ne sont plus des fonctions de compétition, sont maintenant devenues des fonctions d'héritage. On commence maintenant à hériter biologiquement un pouvoir comme si on était dans un royaume administratif. Non. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut changer. Et maintenant là, on doit aller dans des grandes mesures. C'est pourquoi je dis toujours qu'il faut prendre des grandes décisions.
Aujourd'hui, au Congo, pour avoir un document, un acte de naissance, mais ça vous coûte les yeux de la tête. Pour juste avoir l'acte de naissance, mais vous allez souffrir. Vous risquez de passer 2, 3, 4 heures pour avoir un document qui peut être fait en 5, 10 minutes. Parce qu'il faut donner l'argent à celui-ci, il faut donner l'argent. Celui qui vous reçoit, le fonctionnaire qui vous reçoit, vous propose déjà la corruption. Il est là, il vous propose déjà la corruption. Il vous pose la question avec une voix très, très, très douce. Il vous dit, Olingi. Il vous dit, Olingi. Olingi Express, Tolingi est normal. Si vous dites, je veux que ça passe vite, il te dit, bon, ok, vite, $10. Mais si tu lui poses la question normal combien, il te dit normal 3000 francs. Oh! Donc 3000 francs normal et express, c'est $10. Alors en ce moment-là, c'est lui-même qui prend ton document, qui l'amène au bourgmestre ou à l'autorité pour qu'il signe. Est-ce que vous imaginez? Et quand lui, il amène ça comme ça, le chef sait que et lui, il entre même quand le chef est occupé. Il entre avec le document parce que le chef sait qu'à la fin de compte, il aura le carburant, à la fin de compte, il aura l'argent. Est-ce qu'on est sérieux vraiment? Quand déjà au sein de l'entreprise, vous avez une mentalité comme ça, comment vous allez générer les recettes? Aujourd'hui, notre pays ne peut pas compter sur les taxes et les impôts qu'il a. Et vous comptez d'un côté. Pourtant, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Si aujourd'hui, on pouvait canaliser l'argent des plaintes, l'argent on va plaindre tout ça dans la commune, va plaindre tout ça dans la commune, va plaindre tout ça dans la société, va plaindre tout ça dans le parquet. Si on pouvait canaliser cet argent-là, ça peut résoudre déjà le problème de ces entités-là. Et puis, l'argent, vous se compte dans le trésor. Mais parce que nous sommes très familiers, Nambongo, on aime l'argent. On aime l'argent pour s'en servir et non pour servir les autres et non pour servir la cause communautaire, mais c'est pour servir des causes privées et individuelles. On peut pas s'en sortir, nous ne pouvons pas nous en sortir. Il faut donc, je propose des mécanismes de contrôle très efficaces. Et le numérique aujourd'hui, c'est une réponse à toutes ces questions-là. Il est aujourd'hui difficile de tricher avec le numérique si vous n'êtes pas informaticien ou si vous n'êtes pas fort dans le secteur. Donc, du coup, le numérique, ça devient finalement une sorte de... ça peut permettre au vol, mais un vol réduit. C'est un groupe de gens qui peuvent voler. Mais pas tout le monde. Mais quand il n'y a pas le numérique, tout le monde peut voler dans son coin. Tout le monde peut voler dans son coin. Voilà pourquoi il faudrait vraiment évoluer, qu'on travaille sur la question. Je suis profondément d'accord avec la volonté des ruptures. Mais on ne peut pas rompre si nous n'acceptons pas d'abord de faire avancer certaines choses. Il faut qu'on arrive à comprendre que la fonction publique, ce n'est pas les rejetons de la société. Ce n'est pas une poubelle. Il faut qu'on arrive à comprendre que la fonction publique, ce n'est pas une poubelle. Ce n'est pas lorsqu'on a échoué dans tous les secteurs de la vie, on va aller passer le temps là-bas. J'ai entendu des gens dire, est-ce que vous imaginez? Les gens, ça dit, nous sommes une société, nous avons accepté ce fait. On se dit, on ne passe pas le temps au travail. Au travail, quand on y va, c'est pour travailler. Alors nous devons avoir ça. Ce que nous sommes en train de voir là, c'est simplement parce que l'État est fantôme. L'État est encore inefficace. Maintenant, il faut reconstruire, il faut tout reconstruire. La commission dont je propose pourra régler beaucoup de choses, beaucoup de questions dans Makambo. C'est justement identifier les bonnes personnes dans chaque entreprise. Ça existe. Que ce soit à l'INSS, que ce soit à la SONAS, que ce soit à la DGI, que ce soit à la DGRAD, que ce soit, je ne sais pas moi, WAPI, à la DGDA. Partout, il y a toujours une élite professionnelle. Il y a toujours des gens qui se démarquent de par leur témoignage, de par leur manière de faire. C'est des gens qu'on élève en dignité, que l'on donne la mission de contrôler les autres et à qui on protège. Parce qu'il faut empêcher à ce que ceux qui vont dénoncer soient victimisés, soient arrêtés. Il faut prendre en compte les résolutions de ceux qui contrôlent les autres. Le seul moyen pour nous d'avoir des lignes à bien, il faut simplement, tout dans un mécanisme de contrôle, il y a Malunga. Si vous allez à l'Équateur, dans la zone de santé, on vous pose la question, Baza combien Kuna? Oh non, Kuna Baza 40. Si vous y allez, vous risquez de trouver 2 personnes seulement. Alors, il y a comme ça, on vous dit par exemple, je prends un exemple, et ça je le dis à mon aîné, docteur Eteni. Vous avez dans votre secteur de santé par exemple, on vous dit, mais docteur, il y a un rapport, on a 300 zones de santé.
Docteur, c'est un exemple. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Ça peut être moins, ça peut être plus, mais j'ai juste pris un chiffre comme ça à la volée. On vous dit qu'il y a 320 zones de santé. Les 320 zones de santé ont pour chacune de zones 47 personnes. Et quand vous faites le total, ça vous donne un nombre exagéré de gens. Avec tout le respect, Excellence et Teni, on vous ment. Maintenant, vous-même, allez-y. Dites, ok, je suis d'accord. Donc, si on paye, on paiera comme ça. Oui, on paiera comme ça. Ils ont des comptes bancaires. Oui, oui, oui. Ils ont des comptes bancaires. Ok. D'accord. Vous improvisez un voyage, docteur. Vous arrivez vous-même à Bongondé. Vous arrivez vous-même à Chilenge. Vous dites, bon, je suis là en tant que ministre. Je voudrais voir les 4 zones de santé dont vous m'avez parlé. Vous allez voir comment les inspecteurs vont fuir eux-mêmes. C'est-à-dire que vous arrivez vous-même. Vous ne dites à personne que vous êtes là. Vous arrivez par exemple à Bongondé ou vous arrivez par exemple à Ingende. Vous arrivez, vous dites, bon, je suis là, je vais voir le 7 centres de santé dont on m'a parlé, les 7 zones de santé dont on m'a parlé ici. Vous allez voir, oh, non, non, Excellence Omoni, mais pourquoi vous avez menti alors? C'est comme ça qu'on arrête des gens. Moi, je propose à ce gouvernement de ne pas partir en informant les gens. Ils vont s'arranger. Ils vont aller chercher beaux-frères, cousins, cousines qui vont placer là-bas pour vous attendre, vous accueillir. D'abord, ils vous flattent. Quand vous arrivez, ils mettent les pagnes. Ils vous accueillent avec une chèvre, avec des bananiers et tout. Ils veulent simplement vous mettre dans la tête de croire qu'ils sont généreux. Ils ne sont pas généreux. Ce sont des voleurs de la République. Et des gens comme ça, quand vous arrivez, ils ne vous donnent pas l'accès. Ils ne vous permettent pas d'aller voir les gens là-bas. Ils vous compliquent intelligemment. Or, si vous le surprenez, vous arrivez vous-même, vous dites, bon, d'accord, bon, vous en avez 3 centres de santé, ou 4 centres d'opération, va fonctionner. Ils 44, ils vont vous dire, non, monsieur, la situation est difficile, la chasse, ils vont vous trouver des raisons pour que vous puissiez rentrer. Mais si vous le surprenez, vous comprenez tout de suite qu'il y a Lokuta. Vous allez voir que dans la zone où on a parlé de 44 personnes, il n'y a que 3 personnes. Et les 3 personnes là, il y a 2 personnes qui sont plus âgées et qui n'ont plus même le temps de travailler. Et ça dit l'argent est Kendarabongo. La même chose aussi pour la justice. La même chose aussi pour les pétentiques. La même chose pour l'histoire des postes. Il y a beaucoup de désertions dans la fonction publique. Il y a des gens qui ont déserté, qui ont quitté la fonction publique parce que ça ne paye pas. Ils sont allés dans le privé, mais ils continuent à gagner l'argent là-bas. Et en complicité parfois avec leurs opérateurs, en complicité parfois avec leurs superviseurs, parce qu'ils donnent un petit rien, ainsi de suite. C'est de ça qu'il faut, c'est de ça qu'il s'agit. C'est là qu'il faut trouver. Quand le président, par exemple ici, Nanina Lobi, quand il parle de ça, un gouvernement de rupture, mais c'est dans ça qu'on parle de la rupture. La rupture, c'est aussi une nouvelle manière de faire les choses. Ce gouvernement a beaucoup plus besoin d'argent que n'importe quoi. Et pour avoir l'argent, il faut avoir une moralité qui va avec l'argent. Il faudrait que ce gouverneur, ce ministre soit considérablement contrôlé et dirigé. Parce que si nous attendons le contrôle du Parlement, je ne suis pas trop sûr. C'est entre eux, ils ne vont pas vraiment se faire du mal. Nous avons besoin, ils ne vont pas peut-être se contrôler. Mais nous avons besoin d'un leadership visionnaire. Le leadership du président de la République. Parce que en ça, il n'y a que lui qui puisse regarder bien. Et nous l'avons déjà dit, pour que le président gagne ça, il faut un gouvernement parallèle. Excusez-moi, le terme, c'est peut-être pas bon de le dire à la télévision, mais il faut des commissions parallèles. Et si on n'a pas les commissions parallèles, on doit avoir, alors en ce moment-là, le cabinet du président de la République doit être un cabinet de résistance, doit être un cabinet de vigilance, pas un cabinet de promenade, pas un cabinet de pacotille, mais un cabinet vraiment de résistance. Parce que tous les ministères qui sont là doivent avoir des conseillers du président à côté. Parce que le président doit ouvrir l'œil. Il faut qu'il ait d'abord des travailleurs au niveau de ses propres conseillers qui vont aller enquêter, travailler pour essayer de faire un contrôle para-étatique.
Ils essaient de comprendre les choses. Et ils viennent dire, Monsieur le Président, le programme du ministre de la Santé, ce n'est pas un bon programme. Monsieur le Président, le programme du ministre de la Santé, non, est un bon programme. Il faut plutôt l'aider. Il faut plutôt le prioriser. En ce moment-là, c'est comme ça que ça se passe. De la même façon, vous devez avoir un cabinet qui essaie de regarder le côté infrastructure. Il faut que monsieur, mon aîné Moukeba, soit beaucoup plus pertinent. C'est-à-dire, quand il voit les projets de construction de routes, hein, il vient dire au président, Monsieur le Président, le projet de route dont il a parlé là, il a parlé de 15 millions de dollars. En tout cas, je ne suis pas convaincu que c'est 15 millions. Voici, moi, avec une autre équipe, nous avons essayé d'évaluer les choses. On était au Japon, on était en Chine, on était en Corée, on a évalué, mais fait en tout cas 3 millions de dollars. Ce n'est pas 15 millions. Alors, moi, le président appelle le Premier ministre et lui dit, le projet dont vous parlez là, de 15 millions de dollars, non, non, moi j'ai une autre source de financement. Au lieu d'aller dans 15 millions, on n'aura pas 15 millions, on aura 3 millions. Ah, monsieur le président, comment? Allez, monsieur David Moukeba, donne-moi les projets. Monsieur Moukeba donne le projet au président, le président appelle le Premier ministre, ils discutent. Parce que c'est en concertation qu'ils vont ensemble. Monsieur le ministre Tala, alors que barre de faire écouter ta place telle. Alors que écouter ta place telle. Alors que écouter ta place telle. Mais Tala, nous pensons boy. Le ministre de l'infrastructure parle de la société, par exemple, Jinping. La société Jinping dit qu'il va travailler pour 5 millions. Mais non, moi je peux trouver la société Zingbing, par exemple. Zingbing qui accepte de faire le boulot à 2 millions. Et pour la même qualité, voilà la proposition de votre ministre. Votre ministre parle de l'entretien de route doit être fait après 3 ans. Mais monsieur, moi, Jinping me parle de 10 ans. Donc j'estime qu'eux, ils sont beaucoup plus forts. Bon, voilà un peu, ton ministre a parlé de l'expérience de cette société. Elle a travaillé dans tel pays, dans tel autre pays. Mais voilà l'expérience de mon entreprise. Mon entreprise a travaillé ici, a travaillé là-bas. Et vous voyez un peu, ça se passe comme ça dans une certaine mesure. Et l'autre dit, mais vous avez vraiment raison, quoi. On appelle le ministre, laissez tomber votre histoire, prenez plutôt ça. Et le ministre ne devient qu'un exécutant du plan. Mais pour que ça marche, il faut une vision. Il faut une capacité d'innover. Nous avons besoin des ministres qui vont oser. On n'a pas besoin des ministres qui vont rester dans les sentiers. Non, nous voulons des gens qui vont oser l'impossible. Nous voulons des gens qui vont oser la rupture. Nous voulons des gens qui vont imposer un autre style. C'est-à-dire que vous êtes dans la fonction publique, vous dites non, ce nombre-là, je ne suis pas d'accord avec ce nombre-là. Voilà ce qu'on va faire. Voilà les plans maintenant. Voilà le job description de chaque personne. Voilà comment nous allons aller. Et c'est comme ça qu'on peut faire les choses. On ne va pas tout changer aujourd'hui, mais nous devons prendre des décisions courageuses pour essayer de faire un bon, si on peut le dire comme ça. Un sérieux bond vers l'avenir. Parce que ce pays, ce n'est pas pour rien que nous transpirons tous les matins pour donner nos idées. Parce que nous estimons que Mboka, alors, donc, tout cas, et changer. Le pessimisme, on n'en a pas droit. Nous n'avons pas droit au pessimisme. Nous n'avons pas droit à la peur. Nous n'avons pas droit au doute. Nous n'avons pas droit à l'incertitude. Nous n'avons pas droit à l'égoïsme. On n'a pas droit à l'égoïsme. On n'a pas droit à la jalousie. On n'a pas droit à la rancœur. Nous n'avons pas droit à l'escroquerie. Tout ça, on a droit à la mauvaise foi. Nous avons le devoir de l'unité. Nous avons le devoir de la concentration. Nous avons le devoir de la détermination. Nous avons le devoir du courage, du patriotisme, du partage, de la célébration des valeurs. On a cette mission-là. C'est ainsi que nous allons construire ce pays. On ne va pas construire ce pays dans il y a discours, dialogue. C'est bien bon, discours, dialogue. Mais maintenant, il faut passer au-delà des discours et dialogue, aller dans le fait. Et ainsi, on va changer les choses. Voilà un peu, mesdames et messieurs, ce dont on allait parler aujourd'hui. Donc, Tshisekedi veut un gouvernement des ruptures. En a-t-il le moyen? Oui, monsieur le président, vous avez le moyen. Le moyen ici, c'est votre volonté politique. Le moyen ici, c'est votre capacité de vous affirmer comme président de la République et prendre des décisions courageuses. Au début, ça va être impopulaire. On va vous insulter. On ne va pas vous aimer. Mais 5 ans plus tard, les gens vous donneront raison. Le changement, ça ne fait pas bien. Les changements ne font pas toujours du bien au début. Mais les changements payent toujours. Le prix du progrès, il y en a toujours. Il n'y a pas de changement en douceur. Non, ça n'existe pas. Même un bébé, quand on le lave pour son propre intérêt, il pleure.
Ce n'est qu'après, quand il ressent la fraîcheur de l'eau, qu'il se sent un peu bien. C'est quand il ressent la fraîcheur, il dit, oh, mais c'était bon, c'était bon. C'est comme ça, nous aussi. Les hommes, c'est comme ça. Le pays, c'est comme ça. Au début, les gens ne te croiront pas. Au début, on croira que tu es méchant, que tu n'es pas bien. Mais ce n'est qu'après, oh, ce monsieur était formidable. C'est maintenant que vous le faites ou jamais. Que Dieu bénisse la RDC. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse encore une fois la RDC. Merci.